Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'actualité environnementale. Voici le sommaire. La baie de Han sur la côte ouest du Sénégal sera bientôt dépolluée. Le ministère sénégalais de l'hydraulique et de l'assainissement a récemment lancé un projet pour cela. Au Kazakhstan, un espoir écologique voit le jour. L'on constate en ce début d'année une bonne augmentation du niveau de l'eau dans la partie nord de la mer Aral. Dans cette édition, nous vous parlerons des conséquences à l'échelle mondiale des feux qui ravagent actuellement les abords de Los Angeles en Californie aux États-Unis. Voilà, c'est tout pour les grandes articulations de cette édition. Soyez encore les bienvenus. Le Togo renforce ses moyens pour atteindre l'accès universel à l'eau potable d'ici 2030. Pour cela, un budget de 19 milliards de francs CFA a été adopté pour cette année 2025, avec une hausse de 5%, des initiatives ambitieuses comme la construction de nombreux forages et l'amélioration des infrastructures urbaines témoignent d'une dynamique prometteuse portée par le gouvernement togolais. Les détails avec Honoré Kata. Le Togo affiche une ambition claire de garantir l'accès universel à l'eau potable à l'horizon 2030. Cette volonté se traduit par une augmentation de 5% du budget alloué au secteur en 2025, atteignant 19 milliards de francs CFA. Cette somme, qui représente 86% des ressources totales du ministère de l'eau et de l'hydraulique villageoise, témoigne d'un engagement politique renforcé et d'une continuité dans les efforts amorcés avec le plan national de dotation en eau potable lancé en 2021. Ce plan structurant pour le pays vise à améliorer durablement l'accès à cette ressource vitale sur l'ensemble du territoire. Parmi les initiatives essentielles, le projet d'amélioration des conditions sanitaires en milieu scolaire et rural occupe une place centrale. Sa troisième phase prévoit la construction de 850 forages équipés de pompes à motricité humaine destinés à fournir de l'eau potable à plus de 200 personnes dans les régions de la Kara et des savanes. Ce projet s'inscrit dans une logique d'équité territoriale en répondant aux besoins des zones rurales souvent laissées en marge des grandes initiatives nationales. En milieu urbain, les efforts se concentrent sur le Grand Lomé, où les besoins en eau ne cessent de croître avec l'augmentation démographique. L'équipement et le raccordement de forages à Apédokoué, ainsi que la construction d'un château d'eau à Sagbado d'une capacité de 1300 m3, illustrent une volonté d'anticiper la pression croissante sur les ressources hydriques urbaines. Ces infrastructures visent à améliorer significativement la desserte dans cette région stratégique du pays. Cependant, pour atteindre les objectifs ambitieux de 85% d'ici à fin 2025 et 100% en 2030, il sera crucial de veiller à la pérennité des investissements, à la transparence dans la gestion de fonds et à l'implication des communautés locales. Ces éléments sont essentiels pour garantir non seulement un accès élargi, mais aussi un usage durable de cette ressource précieuse. Le ministère sénégalais de l'hydraulique et de l'assainissement a récemment lancé un projet de dépollution sur la baie de Han située sur la côte ouest du Sénégal. Les rejets d'eau usée provenant des industries et des habitations situées sur la rive ont non seulement détérioré la qualité de l'eau, mais ont également nui à l'écosystème marin et à la qualité de vie des populations riveraines. Voyons cela en image avec la voix d'Irène Papadina. Au Sénégal, la baie de Han, autrefois considérée comme l'une des plus belles du monde, fait face depuis plusieurs décennies à des défis environnementaux majeurs. Les rejets d'eau usée provenant des industries et des habitations situées sur ces rives ont non seulement dégradé la qualité de l'eau, mais ont également nui à l'écosystème marin et à la qualité de vie des populations riveraines. Pour remédier à cette situation, le gouvernement, en collaboration avec ses partenaires techniques et financiers, a lancé le projet de dépollution de la baie de Han. Le projet vise en premier lieu à améliorer la qualité des eaux de la baie, un objectif crucial pour la santé publique et la préservation de l'écosystème marin. En outre, il permettra de moderniser et de mettre aux normes les infrastructures industrielles locales qui représentent une source majeure de pollution. Les unités industrielles seront tenues de s'équiper de systèmes de pré-traitement des eaux usées, permettant ainsi de réduire leur impact environnemental. Selon le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Tchèque Tidiane Dièye, l'initiative favorise l'application du principe du pollueur-payeur grâce à la mise en place d'une nouvelle redevance d'assainissement industriel. Cette nouvelle taxe
contribuera à financer les efforts de dépollution et à responsabiliser les entreprises quant à la gestion de leurs eaux usées. En plus de l'assainissement des eaux industrielles et domestiques, ce projet implique la mise en place d'infrastructures pour le traitement des eaux usées dans la région, qui abrite près de 80% des établissements industriels du Sénégal. Une fois mis en œuvre, ces projets contribueront à la régénération de la baie du Han et à la préservation des ressources marines, tout en favorisant le bien-être des populations locales. Le secteur agricole malien devient de plus en plus vulnérable aux variations climatiques. C'est dans ce contexte que le gouvernement a récemment lancé 2 projets clés visant à renforcer l'aménagement hydro-agricole dans la région de Ndebougou, dans le sud-est du pays. L'objectif de ces projets est de développer l'irrigation et d'améliorer la gestion de l'eau dans les zones agricoles vulnérables. Retrouvons Irène Kakpazina. Dans le but de soutenir le secteur agricole malien grâce à l'irrigation, les autorités maliennes intensifient leurs efforts pour améliorer la gestion de l'eau dans les zones agricoles stratégiques du pays. À cet effet, 2 projets ont été lancés vendredi dernier à Ndebougou. Donc au total de 10,6 milliards de francs CFA, ces 2 projets ont pour ambition d'améliorer les infrastructures de drainage dans cette région clé pour l'agriculture malienne. Le premier projet consiste à la construction et à la réhabilitation du système de drainage dans la zone de Ndebougou. Le second projet concerne la réhabilitation de la zone irriguée de Ndebougou 4. Ce projet vise à améliorer la gestion de l'irrigation et la productivité agricole. Une fois ces projets terminés, ils permettront d'améliorer significativement la gestion de l'eau dans la région de Ndebougou, une zone agricole stratégique pour la production de riz, la principale céréale cultivée et consommée au Mali. Grâce à ces améliorations dans les systèmes d'irrigation et de drainage, la productivité des petits exploitants agricoles devrait augmenter, contribuant ainsi à l'atteinte des objectifs nationaux en matière de sécurité alimentaire et de développement agricole durable. La zone de Ndebougou fait partie du périmètre irrigué de l'Office du Niger, une des principales régions agricoles du Mali. L'Office du Niger est en effet une zone de production rizicole majeure et ces projets permettront de soutenir le développement économique régional en améliorant les conditions de vie des communautés locales. Toutes ces initiatives témoignent de la volonté du gouvernement malien à renforcer les infrastructures agricoles du pays pour faire face aux défis du changement climatique, de la croissance démographique et des besoins croissants en alimentation. En développant l'irrigation et la gestion de l'eau, le Mali espère renforcer sa résilience face aux aléas climatiques et améliorer la productivité de ses petits exploitants agricoles. À Madagascar, la capitale Antananarivo a accueilli ses premières pluies de la saison. C'est un soulagement pour les agriculteurs, mais un cauchemar pour les populations vivant dans des zones à risque. Entre inondations, effondrement de maisons, la capitale malgache revit ses pires craintes. Honoré Kata nous en dit plus dans ce commentaire. Les premières fortes pluies de la saison à Antananarivo, bien que bénéfiques pour les agriculteurs, ont suscité des préoccupations parmi les habitants des quartiers vulnérables. En effet, tandis que les paysans se réjouissent de cette pluie bienfaisante, les habitants des zones à risque redoutent les inondations, les glissements de terrain et les effondrements de maisons. Des phénomènes récurrents dans la capitale malgache. Ce contraste illustre une réalité douloureuse pour une partie de la population. La pluie, synonyme de prospérité, est également un véritable danger. Les autorités locales, comme le Bureau national de la gestion des risques et catastrophes, tentent de prévenir les catastrophes en imposant des mesures telles que l'implantation de drapeaux rouges et l'évacuation des zones à risque, mais ces efforts semblent rencontrer une résistance locale persistante. En dépit des alertes et des tragédies passées, notamment celles de 2018 et 2019, de nombreux habitants continuent de vivre dans des conditions précaires. Cette négligence face aux dangers naturels soulève des questions sur la capacité des autorités à faire respecter les mesures de sécurité et à sensibiliser la population aux risques liés aux conditions climatiques extrêmes. Ce constat met en lumière les enjeux liés à la gestion des risques et à l'adaptation des communautés face aux catastrophes naturelles. Bien que les autorités œuvrent pour sécuriser les zones à risque, l'implication des résidents et la mise en place d'infrastructures résilientes restent des défis majeurs.
Si la situation à Antananarivo n'évolue pas, la répétition des événements dramatiques pourrait devenir une fatalité, soulignant l'urgence d'une action plus efficace et plus impliquante pour préserver les vies humaines et garantir la sécurité des quartiers les plus exposés. Dans quelques années, certains courants marins de l'Atlantique pourraient arrêter de circuler. C'est ce qui ressort d'une étude menée par le climatologue franco-canadien Didier Sugdon. Celui-ci estime que l'arrêt de la circulation des courants marins dans l'Atlantique pourrait avoir de graves conséquences sur notre climat. Léon Sagbo nous en donne les détails dans ce commentaire. L'année 2024 a été marquée par le triste record de l'année la plus chaude jamais enregistrée dans le monde, selon l'Observatoire européen Copernicus. La moyenne des températures a en effet dépassé le seuil de 1,5 degrés Celsius par rapport à l'ère pré-industrielle. À cela s'ajoutent d'autres conséquences du dérèglement climatique qui inquiètent les scientifiques. Par exemple, l'arrêt imminent de la circulation de certains courants marins dans l'océan Atlantique qu'on appelle la MOC. Il pourrait donc ralentir, voire s'arrêter, ce qui déréglera considérablement le climat, surtout en Europe. L'Atlantic Meridional Overturning Circulation, la MOC, est un ensemble de courants qu'on trouve en Atlantique. Il comprend les courants marins qu'on trouve en Atlantique qui vont remonter vers le nord, explique le climatologue Didier Swing-Doug. Ces courants transportent des eaux chaudes et salées qui équivalent à des milliards de watts, soit plus de millions de centrales nucléaires classiques. Selon le climatologue, cette chaleur contribue à la répartition de la chaleur sur la Terre et au climat tel que nous le connaissons aujourd'hui. Les conséquences liées à ce dérèglement seraient multiples et varieraient selon les zones géographiques. En Europe, la MOC participe au réchauffement de l'océan qui se trouve à proximité, créant un climat relativement clément pour le continent. Si la MOC disparaît, les hivers pourraient être beaucoup plus rigoureux. Ces effets concerneraient tout de même l'ensemble de la planète. Si la circulation s'effondre, on pense que la zone des moussons, qui se trouve en Afrique de l'Ouest, va migrer vers le sud de 500 à 1000 km. Ce qui veut dire que la zone serait extrêmement étendue, avec beaucoup moins de précipitations, et donc l'agriculture qui y est vivrière serait fortement diminuée, ce qui entraînerait une insécurité alimentaire. Bonne nouvelle pour le Kazakhstan. Le 14 janvier dernier, une équipe de scientifiques a révélé une augmentation considérable du niveau de l'eau dans la partie nord de la mer Aral. Alors que cette zone d'Asie centrale est particulièrement confrontée à des aléas climatiques, la nouvelle représente un rare succès écologique. Rafi Toumberekou pour les précisions. La partie nord de la mer Aral est en train de renaître. En effet, le ministère kazakh des ressources hydriques a annoncé le 13 janvier 2025 que le volume d'eau de la petite mer d'Aral a augmenté de 42% par rapport à son niveau initial. Une nouvelle qui donne une lueur d'espoir pour cette région durement frappée par le changement climatique et les activités humaines. La mer d'Aral, qui était autrefois le 4e plus grand lac du monde dans les années 1960, a connu un désastre irréversible. Elle a été victime d'un développement agricole intensif sous l'ère soviétique. En l'espace de 50 ans, la mer fermée a perdu 90% de son volume. Les eaux des deux principaux fleuves qui l'alimentaient ont été détournées pour irriguer les vastes plantations de blé et de coton. L'assèchement progressif et le relief ont fractionné la mer d'Aral en deux zones, dont une cuvette au sud sursalée, presque dépourvue de vie aquatique, et une autre plus au nord connue sous le nom de Petite mer d'Aral. C'est cette dernière qui redonne un peu d'espoir aujourd'hui aux populations de Kazakhstan. Depuis 2018, le Kazakhstan, avec le soutien de la Banque mondiale, a tenté de stabiliser le niveau de l'eau grâce à un barrage et ces efforts commencent à porter leurs fruits. Los Angeles brûle. Le monde entier le sait, mais ignore peut-être les conséquences néfastes de ces feux à l'échelle planétaire. Dans cet élément que nous allons suivre, nous vous parlons des retombées néfastes des feux qui ravagent actuellement la Cité des Anges. Regardez. La Cité des Anges s'est transformée en un véritable enfer depuis plus d'une semaine. Les feux continuent de ravager les abords de Los Angeles en Californie aux États-Unis et ne donnent aucun répit aux milliers de pompiers mobilisés sur le front.
Les conséquences de ces flammes, appelées mégafeux, se multiplient partout dans le monde et deviennent plus fréquents grâce au réchauffement climatique. Au-delà des destructions locales, comme c'est le cas actuellement à Los Angeles, les mégafeux ont des conséquences mondiales. D'après les scientifiques, les premières conséquences sont sanitaires. En effet, ces fumées sont chargées de particules fines et de suie. Leur concentration est logiquement plus élevée à proximité des foyers de feu, mais leurs effets délétères peuvent se faire ressentir à plusieurs centaines de kilomètres. Ces fumées vont jusqu'à 35 km d'altitude, interagissent avec l'atmosphère et peuvent localement détruire la couche d'ozone. Les mégafeux de Los Angeles ont aussi des effets sur le climat mondial par les énormes quantités de dioxyde de carbone qu'ils dégagent. C'est un cercle vicieux car les incendies contribuent au réchauffement climatique qui en retour favorise de nouveaux mégafeux. Point final à cette édition. Merci de votre aimable attention. Excellente suite de nos programmes. Clean TV International, Be Revive Environment.